Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second cours pour cette formation gratuite, cette petite série presque comme un hors-série qui débute la chaîne pour évoquer toutes les fonctionnalités biologiques, biochimiques, toutes ces biofonctionnalités de la digestion afin de mieux la comprendre. Et aujourd'hui, nous passons à l'œsophage, l'estomac et tous ces fameux sphincters qui ont un rôle prépondérant dans notre digestion, le bon fonctionnement et le respect des étapes aussi de notre fameuse digestion. Donc nous allons évoquer ici tous les sphincters, leur rôle, leur fonctionnalité biochimique, sécrétrice, excétrice. L'estomac, enfin toutes les fonctionnalités également au niveau des sécrétions cellulaires qui se produisent ici. Nous allons passer ensuite à l'estomac où nous allons évoquer trois points principaux, on va dire. C'est donc toutes les fonctions sécrétrices de l'estomac qui produit quand même de l'acide chlorhydrique et sans que cela nous attaque, c'est quand même voilà, assez impressionnant. Nous avons ensuite donc toutes les fonctionnalités hormonales que nous allons évoquer aujourd'hui et toutes les fonctionnalités enzymatiques avec tous ces fameux sucs digestifs qui nous permettent de transformer les macronutriments en micronutriments utilisables par l'intestin. Et nous commençons tout de suite avec les sphincters gastro-œsophagiens. Donc nous avons un premier sphincter supérieur qui se situe au niveau de l'arrière de la gorge. Donc c'est le pharynx qui vient s'ouvrir ici lorsque ce sphincter s'ouvre pour laisser passer donc les aliments dans l'œsophage. Voilà, nous avons un contact donc important direct avec le pharynx, puisque le pharynx s'ouvre, le sphincter s'ouvre, ensuite les aliments peuvent passer, descendre le long de notre œsophage, où il y a un second sphincter ici, avant l'atterrissage de l'estomac. Donc tout ce circuit de passage se fait grâce à des contractions musculaires, ce sont des ondes en fait envoyées par message nerveux, qui viennent ici activer le mouvement de tous ces muscles qui permettent de faire descendre la nourriture dans l'estomac. Donc ça, c'est le mouvement de péristaltisme. Ça s'appelle comme ça. Ce fameux mouvement, comme l'estomac fait. Et au niveau de l'œsophage, donc tout au long de notre conduit, nous avons tous ces petits muscles tout du long qui font donc descendre. Le péristaltisme propulse les aliments vers le bas. Cela même traverse le diaphragme ici. Et donc là, le sphincter inférieur va s'ouvrir et les aliments vont atterrir dans l'estomac. Donc sur le sphincter supérieur œsophagien, nous avons une bande musculaire immédiatement après la jonction de la gorge ici. Donc si nous avons un péristaltisme inconforme, s'il y a des problèmes ici, donc il y a beaucoup de douleurs et des inflammations qui vont revenir s'installer et entraîner une acidité, voire des irritations à l'intérieur de l'œsophage, et cela ne permet pas d'avaler correctement la nourriture. Donc autant dire que le rythme de ce péristaltisme est hyper important aussi. Voilà, il ne suffit pas de l'actionner, il suffit de maintenir, et il faut aussi maintenir un rythme convenable tout au long du passage. Donc c'est encore une fois beaucoup de fonctionnalités qui viennent s'ajouter les unes aux autres pour travailler ensemble en équipe. Donc ici, lorsque nous utilisons, lorsque les sphincters ne sont pas utilisés, ils se ferment. Voilà, ça permet de ne pas, ça permet à la nourriture de ne pas remonter. Donc ici, une fois qu'elle est passée dans l'œsophage, bien sûr, on ne veut pas qu'elle revienne dans la bouche puisque le travail de la bouche a déjà été effectué. Donc hop, un clapet se ferme, le sphincter se ferme. Et lorsque ça atterrit dans l'estomac, il y a ce fameux contact avec des sucs digestifs qui sont hyper acides et qui ne sont pas bons pour l'œsophage. Donc pof, on a cette deuxième protection, ce sphincter ici inférieur œsophagien, donc celui de l'estomac, qui va se fermer pour éviter donc que ça remonte au niveau de notre conduit œsophagien. Donc tous ces mouvements et fonctionnalités de péristaltisme, si ça ne se fait pas
correctement, on appelle ça une dysphagie. Ça crée énormément de brûlures, des inflammations, comme je l'ai dit, des irritations qui peuvent même entamer la muqueuse. Ça peut aller jusqu'à des saignements, hein. Donc c'est non seulement un inconfort, mais en plus un risque infectieux qui vient s'installer ici. Alors forcément, ça peut entraîner des régurgitations qui peuvent même aller jusqu'au vomissement, selon les cas. C'est tellement acide, le corps ne supporte pas ailleurs que dans l'estomac. Donc voilà, les risques de dysphagie, pardon, ne sont pas négligeables et peuvent être une cause d'inflammation importante au niveau gastro-œsophagien. Donc déjà, toutes ces fonctionnalités-là, au niveau, on va dire, physico-mécanique, sont hyper importantes et leurs étapes ont un ordre à respecter. Ça aussi, c'est très important. Il y a toute une immunité qui vient englober tout ça une fois de plus, hein, de la même façon que la bouche. La digestion, comme nous l'avons précédemment évoqué dans le premier cours, il y a énormément de bactéries qui sont apportées par l'air, par la nourriture elle-même, peut-être des petits déséquilibres par moment. Et donc tout ça, il faut le prendre en charge par une immunité spécifique ici. Bon, j'ai oublié de vous préciser que le second sphincter se situe un petit peu au-dessus de la jonction de l'estomac et qu'il y a aussi une bande musculaire ici, d'où le risque d'inflammation important. Voilà, et il ne faut pas négliger les risques infectieux dès qu'il y a du muscle, ça veut dire qu'il y a du sang, et donc c'est pour ça que c'est hyper important aussi, ce côté immunitaire donc, que je suis en train d'évoquer. Donc s'il y a inflammation, ça peut aussi se propager aux zones respiratoires. Parce que l'œsophage ici, il traverse le diaphragme. Il y a un contact direct. Si l'œsophage s'enflamme, c'est un contact, une inflammation qui va au contact direct avec toute la zone respiratoire. Donc, danger, à faire attention. Voilà, donc les risques microbiens ne sont pas négligeables évidemment non plus, hein, si une muqueuse est abîmée. Malheureusement, les bactéries, virus, mycètes peuvent passer et venir ici, si c'est l'œsophage, donc il y a ce problème-là, c'est directement en contact avec la zone respiratoire pulmonaire, les bronches, la plèvre, tous ces cellules du système respiratoire sont en contact direct avec toutes les cellules de l'œsophage. Donc les inflammations sont à traiter rapidement afin d'éviter une propagation et un risque infectieux qui peut lui aussi se propager au niveau respiratoire et pulmonaire. Donc les diagnostics sont évidemment non négligeables et à prendre en considération lorsqu'on parle de fonctionnalité biologique et biochimique de l'œsophage. Tous ces diagnostics d'inflammation, d'irritation, voilà, c'est à prendre en compte rapidement. Donc, si vous avez des soucis à ce niveau-là, je vous conseille fortement de prendre un rendez-vous chez votre médecin qui va probablement vous diriger vers un gastro-entérologue afin de savoir d'où vient le problème. Parce qu'évidemment, ça ne sert à rien de régler une infection, une inflammation ou une infection si on ne comprend pas d'où elle vient. Et c'est vraiment un cas qui doit se faire, qui doit agir, qui nécessite une action rapide. Voilà. Donc, petit conseil en passant. Évidemment, les mouvements œsophagiens peuvent être également perturbés par le côté de la respiration. Ce contact direct a un effet à double sens. Si par exemple nous avons des cas de mucoviscidose, des cas de sclérose systémique, des maladies de Chagas, des choses comme ça, toutes ces maladies-là peuvent venir enflammer les cellules par contact direct de l'œsophage, dans le sens inverse. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte si vous avez une maladie de ce type-là. Si vous êtes thérapeute, que vous avez des patients qui ont ce genre de maladie, il va être de bons conseils de désacidifier justement l'œsophage. Il y a par exemple le fait de boire un petit verre d'eau avec du bicarbonate qui peut venir ici adoucir toute la zone œsophagienne. Donc avant les repas, hein, pour venir préserver ce contact avec la nourriture qui peut venir augmenter
Le miel est très très bon pour ça aussi. Il est très protecteur, réparateur. Ce n'est pas du sucre qui se digère où on va aller le stocker dans les hanches. Ça, le miel, bon, si on en mange en excès, bien sûr que oui. Mais si on mange une petite cuillère le soir, par exemple, pour se protéger de toutes les acidités, ça va venir tapisser ici. Bon, il faut prendre du miel de qualité, évidemment. Il faut prendre du miel avec des abeilles qui n'ont pas subi des traitements antibiotiques et des choses comme ça. Donc, privilégier le bio dans ce cas-là, évidemment. Privilégier du pas bio et du local avec des petits producteurs qui ne nourrissent, qui sont pas forcément bio, mais qui vont avoir des traitements de leurs abeilles qui font que le miel est d'ultra bonne qualité, meilleur qu'un bio industriel, par exemple. Voilà, toutes ces petites choses-là sont à prendre en compte et peuvent vous aider. Donc, les troubles de la gorge sont également des points de départ de problèmes œsophagiens, d'éventuels risques de problèmes œsophagiens. Nous avons par exemple l'alcasie, donc un trouble pendant lequel les contractions ici ne vont pas se faire correctement, voire vont être absentes. Donc des contractions anormales du sphincter inférieur qui ne se relâche pas normalement. Et pendant le repos, le sphincter supérieur qui ne se relâche pas normalement avec tous ces muscles qui ne fonctionnent pas donc dans le bon ordre ou pas suffisamment vite, voire pas du tout. Donc tout cela entraîne, par exemple, peut entraîner une allergie à éosinophiles. Une allergie à éosinophiles, donc les éosinophiles sont une spécificité de globules blancs qui vont se développer en grande quantité lors d'une allergie ou lors d'un mauvais fonctionnement quand il y a une inflammation qui peut entraîner une allergie ou qui peut faire penser au corps que nous avons une allergie, même si ce n'est pas le cas. Et bien, tous ces globules-là, les éosinophiles, vont venir se déposer ici dans l'idée de venir protéger, mais cela engendre une formation de plaques, en fait, qui vont être très nocives pour nous. Et là, dans ce cas-là, par exemple, il faut aller absolument consulter un allergologue vraiment en urgence. Il faut aller voir un allergologue qui va trouver une solution pour réduire la production de ces globules blancs qui se déposent ici et qui ne permettent plus de faire passer la nourriture. Donc, on ne peut plus se nourrir correctement du tout quand nous sommes confrontés à ce genre de problème. Tous les spasmes œsophagiens, évidemment, troubles des ondes ici vont être un problème. Hein. Tous les troubles rythmiques, musculaires vont entraîner des douleurs, des inflammations, des risques de saignement entraînant eux-mêmes des risques infectieux non négligeables, des risques de réaction allergique aussi. Parce que notre œsophage produit énormément de mucus qui vient tapisser, à la même manière que la bouche lorsque je l'ai évoqué dans le premier cours. Pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller le consulter, hein, ce premier cours, pour vous aider à comprendre éventuellement des petites choses que j'évoque ici. Et ici, si nous ne produisons pas de mucus correctement, il y a donc un contact direct des aliments avec les cellules qui vont interpréter ça comme le non-soi. Normalement, ça passe sans forcément avoir de contact grâce à cette protection ici du mucus qui vient tapisser toute la paroi œsophagienne. Et si ça ne se fait pas correctement, les cellules ici de l'immunité qui circulent constamment dans tout notre corps, la peau, partout, elles vont donc se dire « Ouh, il y a un problème. J'ai ici des molécules qui me disent que quelqu'un veut rentrer alors qu'il n'est pas à sa place. » Et on peut développer des allergies alimentaires, des risques allergiques. Voilà. Donc, ces douleurs ne sont pas à négliger parce qu'elles sont signes d'un problème qui peut engendrer encore beaucoup d'autres problèmes. Donc, ici, on peut vraiment avoir besoin d'un traitement par inhibiteur. Les inhibiteurs calciques qui vont venir calmer et permettre un mouvement correct et donc diminuer tous ces symptômes qui peuvent empêcher vraiment une alimentation. Pour la suite,
Les sphincters œsophagiens au niveau de l'estomac, donc celui que l'on appelle inférieur. Ici, on a le supérieur en haut et l'inférieur. Je crois que j'ai fait une erreur tout à l'heure. Le supérieur, forcément, c'est en haut et l'inférieur, forcément, c'est en bas. C'est juste logique. Alors, concernant ce fameux sphincter inférieur, qui est donc le clapet de l'estomac, qui empêche les aliments qui arrivent dans la poche stomacale de remonter. Il est aussi, il est séparé par la région cardiale. Et donc, s'il y a un mouvement ou une fonctionnalité qui ne se fait pas correctement, le risque que nous rencontrons, c'est la remontée des sucs gastriques dans l'œsophage. Et les sucs gastriques, au niveau des cellules œsophagiennes, il les détruit. Donc, c'est pas possible de permettre ça dans notre corps. Au niveau de l'estomac, nous avons les protections nécessaires qui font que ces sucs gastriques vont agir sur la nourriture et pas sur nos cellules de l'estomac, si tout est correct, évidemment, pour quelqu'un en bonne santé, un organisme équilibré, etc. Mais si ces sucs viennent en contact ici avec la paroi de l'œsophage, ils vont attaquer les cellules œsophagiennes et provoquer d'énormes dégâts, forcément. Je pense que toutes les mamans ont connu ce souci avec leur bébé qui ont ce sphincter qui est immature et qui ne fonctionne pas correctement. Mais malheureusement, dans certains cas, il y a aussi des adultes qui souffrent de cela. Des cas d'obésité, mais pas que. Il y a aussi plusieurs autres soucis de fonctionnalité qui peuvent entraîner ce problème. Alors, on peut débloquer mécaniquement ce sphincter, donc par des mouvements. On se penche en avant légèrement. Donc ici, en formant un petit peu un angle droit au niveau des hanches, on se penche, on essaye de garder la colonne vertébrale bien droite. Et en se penchant mécaniquement, physiquement vers l'avant comme ça, si ici on a un gros blocage, on peut débloquer. Parce que si ça s'ouvre trop, c'est pas bon. Mais s'il est trop bloqué, c'est pas bon non plus. Donc dans le cas où il y a un blocage ici, et qu'on a des remontées ici au fond de la gorge, qu'on n'arrive pas à débloquer et que ça passe correctement, ce mouvement avec les genoux bien droits, bien, le dos bien droit, les jambes bien droites, on se penche un petit peu en avant et ça va exercer des petites pressions qui vont mécaniquement débloquer le sphincter et lui permettre de faire son mouvement correctement. Voilà. Donc, concernant tous les vérages intestinaux de l'intestin que j'évoquerai dans le 3e cours, ce mouvement-là va aider aussi à mécaniquement, physiquement permettre ce passage qui est parfois compliqué chez certaines personnes et peut-être douloureux même aussi chez certaines personnes. Ici, avec des petits gestes mécaniques en se penchant en avant et en se redressant, on permet une fluidification du mouvement musculaire. À ce sujet, l'exercice de Kegel, vous pouvez retrouver ça sur le site CISSS de Laval. Il est super bien expliqué sur ce site. Pour tous les symptômes de nœuds dans l'estomac, brûlures, douleurs, les gaz, les nausées, les sensations d'œsophage fermé, etc. Tous ces blocages qu'on peut ressentir là. Sur ce site CISSS de Laval, vous avez en description tout cet exercice de Kegel qui est expliqué. Donc vraiment, je vous invite à y jeter un œil. Alors, nous allons maintenant passer à la fonction biologique et biochimique de notre estomac. Notre estomac comprend 3 phases digestives. La phase gastrique, la phase intestinale et la phase colique. Donc, c'est pas l'estomac, pardon, c'est notre système digestif. Et donc ici, la phase gastrique dans l'estomac, nous allons évoquer toutes les fonctionnalités de cette phase ici dans ce point. Alors, le premier rôle de l'estomac ici est d'accueillir les macronutriments prédigérés par la bouche pour les sécréter dans le duodénum où nous commençons ensuite la seconde phase intestinale de digestion intestinale. Après avoir opéré tout un travail de cette phase digestive gastrique qui s'effectue donc énormément par des réactions chimiques enzymatiques.
Et l'acide chlorhydrique a donc un grand rôle ici au niveau de la digestion. Ce fameux acide chlorhydrique qu'on n'imagine pas avoir dans notre corps, à chaque fois c'est assez impressionnant de se dire que ce produit qui est dans une bouteille, et ben c'est nos cellules de l'estomac qui sont capables de le produire. C'est quand même fou. Et qu'on retrouve donc cet acide chlorhydrique dans tous les sucs sécrétés par la totalité de notre muqueuse intestinale. Donc c'est tout au long de la digestion que nous en produisons. Alors, la production de ce fameux acide chlorhydrique par la muqueuse intestinale a un rôle biochimique et hormonal. En plus de toute cette digestion des aliments, je rappelle que la digestion mécanique permet de fragmenter les aliments et de les mélanger à tous ces sucs digestifs. Donc l'estomac va exercer des pressions, des mouvements comme l'œsophage. De la même manière, donc un péristaltisme ici qui va être musculaire, actionné par toutes ces fonctionnalités de contraction musculaire. Et ça permet de mieux mélanger toute cette pâte alimentaire avec nos sécrétions digestives pour que toutes les molécules viennent se mettre ensemble en contact et que toutes ces réactions chimiques puissent opérer avec la totalité des macronutriments que nous mettons dans l'estomac. Donc c'est pour ça que l'estomac a besoin d'une partie un petit peu aérée. Il ne faut pas le remplir en totalité parce que sinon le mouvement ne se fait pas. Et toute la pâte alimentaire que nous avons, c'est le chyme, on appelle ça le chyme en fait, cette pâte mâchée prédigérée de macronutriments. Si le mouvement de l'estomac ne se fait pas correctement, au milieu, eh bien, il n'y a pas de suc digestif et on envoie dans l'intestin des macronutriments. Et ça, l'intestin, il ne sait pas s'en occuper. Il ne sait pas les digérer. C'est pour ça que ce travail ici est très important. Le temps de travail de l'estomac est absolument nécessaire de respecter. On n'a pas tous le même. Certaines personnes vont réussir à faire ce travail-là en une demi-heure. D'autres, il leur faut 2 heures. Et bien, c'est comme ça. Il faut apprendre à écouter et à savoir si nous avons une digestion lente ou rapide et apprendre à respecter ce temps-là. Voilà. Donc, boire de l'eau permet aussi d'avoir un chyme un peu plus liquide, on va dire, et permet donc une optimisation de toutes ces réactions chimiques du fait que les sucs digestifs vont vraiment être mélangés en totalité et donc avoir une action sur la totalité de ces macronutriments. Ce processus donc permet par le brassage d'accélérer toutes ces réactions chimiques et de permettre au processus enzymatique d'agir assez rapidement que si forcément le processus c'est mal mélangé, comme je viens de l'expliquer, ça ne fonctionne pas correctement. Donc revenons à ce fameux acide chlorhydrique. C'est les cellules pariétales dans le 2/3 des proximaux, donc le 2/3 de notre partie poche estomac, va produire de l'acide chlorhydrique. Donc c'est une fonctionnalité plus de l'estomac. C'est une fonctionnalité principale ici. Donc c'est toutes ces sécrétions d'acide chlorhydrique, elles sont nécessaires pour créer un pH optimal de digestion. Dans l'estomac, nous avons un pH hyper acide qui approche le 1. Donc pour vous dire, un pH neutre à 7, la salive est à 7,2, mais notre estomac est à 1,2,3, un truc comme ça. C'est vraiment très acide, mais c'est nécessaire, car si nous n'avons pas cette acidité, la pepsine ne peut pas entrer en action. Le pH va déterminer aussi la manière dont les réactions chimiques vont se produire ou ne pas se produire. Certaines enzymes, notamment la pepsine, qui est une lipase gastrique qui digère les graisses, voilà. Cette pepsine, elle est activée par un pH acide. C'est-à-dire qu'à pH neutre, elle est dormante, elle ne travaille pas. Donc, même si elle est en contact avec les molécules qu'elle doit après digérer, parce qu'on est vraiment dans la digestion des micronutriments ici, eh ben, elle ne va pas être activée, elle ne va pas faire son travail. Donc, l'acide chlorhydrique va non seulement dégrader les morceaux de macronutriments, mais en plus va activer l'action de la pepsine
pour venir encore plus digérer tout ça et permettre des micronutriments de plus en plus petits et facilement assimilables par nos cellules intestinales. Donc ici, il y a le pancréas qui entre en jeu, qui fera l'objet d'un cours bonus parce qu'il y en a tellement à dire que j'explique tout ça dans un seul cours où ça permettra de faire un peu mieux le tri du coup. Donc tous ces sucs pancréatiques contiennent des bicarbonates. Donc on a encore une fois une autre action non enzymatique, mais de réaction chimique qui opèrent. Ces bicarbonates sont indispensables à la digestion parce qu'en fait, ils vont venir contrebalancer l'acidité dans l'intestin. Au niveau intestinal, hop, ils vont avoir une action qui va permettre de réduire un petit peu l'acidité qui est nécessaire d'être moins puissante que dans l'estomac. Donc, il y a déjà un travail d'équilibre qui se prépare. Ici, on digère, mais on commence à prévoir la digestion de l'intestin sous plusieurs aspects, notamment ici avec ce deuxième aspect de rééquilibrer plus tard le pH. Donc, c'est vraiment la biochimie fonctionnelle, c'est... Ouais, j'essaye d'expliquer simplement, mais c'est pas facile de résumer. Voilà, donc cette action, c'est littéralement initié par la nourriture. Dès qu'on commence à manger, là, je prends ma fourchette, je pense à manger et je mets dans la bouche. Il y a déjà dans mon estomac toutes ces choses qui commencent à se mettre en place. Pouf, je commence à produire les bicarbonates avec mes sucs digestifs. Ah, je vais prévoir d'activer la pepsine là dès que, hop, donc je produis plus d'acide chlorhydrique avec mes cellules pariétales. Enfin, c'est vraiment, c'est une action ultra sophistiquée. Le goût des aliments induit aussi une stimulation vagale de toutes ces cellules sécrétrices. Et ça va, donc c'est le goût qui va activer la production de la gastrine. C'est notre molécule enzyme qui va venir donc faire son travail enzymatique ici. Et celle-ci, c'est le goût de la bouche qui va venir activer sa production. Donc, si on ne prend pas le temps de savourer, eh ben, en fait, on n'en produit pas assez pour pouvoir digérer correctement notre nourriture. Donc, c'est pas pour rien qu'on a des sens. Ils nous sont utiles, même au niveau moléculaire. Voilà. Donc, toutes ces cellules-là, en fait, elles vont ici se situer dans le tiers distal, c'est-à-dire l'antre de l'estomac. C'est le creux, un petit peu, si je peux essayer d'expliquer ça comme ça. Le creux qu'on a. L'estomac, il a une forme un petit peu de haricot comme ça. Et dans le creux, c'est l'antre distal qui est là. Voilà. Donc, la posture aussi que l'on a quand on mange, si on mange tout avachi comme ça, et ben ce fameux tiers distal, il est replié. Et donc, il est nécessaire d'avoir la totalité de la surface de l'estomac bien dépliée parce que chaque morceau d'estomac a une action. Donc, si ce tiers pariétal ici, j'ai mes 2 tiers là-haut qui produisent mon acide chlorhydrique, et puis j'ai cette partie-là qui fait autre chose. Et si cette partie-là, elle est repliée sur elle-même et qu'elle n'a pas le contact à la nourriture, eh bien, elle ne fait pas son travail. J'ai que l'acide chlorhydrique, mais j'ai besoin d'autre chose là. Donc, j'ai besoin de détendre, que mon estomac il soit vraiment ouvert entièrement. Et ça en passe par la position aussi. Voilà. Donc, ensuite, une fois que tous ces plis sont en contact avec le chyme nutritionnel que l'on commence à digérer là, nous allons encore mettre en place, activer des productions donc qui vont ensuite stimuler la digestion des protéines, des glucides, des lipides. La seconde phase au niveau de l'estomac va donc stimuler plus tard les sécrétions de gastrine encore plus. Donc tout ce passage, il y a le goût et il y a ce passage dans cette partie de l'estomac qui viennent activer les productions des enzymes gastrine, type gastrine. Voilà, à prendre en compte selon le moment du jour. Le soir, par exemple,
si on mange plus de protéines, on arrive moins à faire ce travail. Le soir, l'estomac, il est un peu fatigué, il est naturellement un peu plus affaissé sur lui-même. Donc, malgré notre position droite, il va un peu moins... et on va privilégier le soir les protéines végétales qui sont plus facilement sécables. Si par exemple vous êtes un viandard et vous avez envie de manger un gros morceau de viande, essayez de le manger le midi plutôt que le soir. Et le soir, privilégiez un bout de viande un peu plus petit ou des œufs qui sont plus facilement digérables. Voilà. Donc, c'est des protéines qui sont différentes. Un gros morceau de viande de bœuf, on va mieux le digérer le midi parce que notre estomac, il a toute cette partie qui est plus ouverte et que les contacts et les mélanges vont pouvoir opérer mieux, plus en profondeur. Voilà. Donc, pour toute cette gastrine qui est là présente, qui est circulante, hein, ça circule en même temps que tous nos sucs digestifs qui circulent aussi dans tout ce système. Nous avons donc des cellules entérochromacines. Donc, ces cellules entérochromacines, elles vont venir stimuler en fait les cellules de l'estomac, les cellules pariétales. Donc, c'est à double sens. Une fois que nous avons la gastrine, elles reviennent activer la production d'acide chlorhydrique. C'est un cycle, finalement. Mais du coup, si ça coince à un endroit, le cycle ne se fait pas correctement et on ne produit pas suffisamment de tout à chaque étape de ce cycle. Voilà. Donc, tout ça, c'était important de le préciser. Donc, ces cellules entérochromacines, elles sont au niveau du corps de l'estomac et elles nous permettent, en plus de tout cela, de libérer de l'histamine. Alors, l'histamine, elle stimule toutes ces cellules pariétales et elles vont venir saturer à un moment donné les récepteurs des cellules pariétales. Donc, ce sont les récepteurs H2 précisément. Hein. Et une fois, donc tout ça se fait petit à petit, de façon cyclique. Hein. Et une fois que tout est digéré au niveau de la digestion des sucs gastriques dans l'estomac, ici, toutes ces cellules entérochromacines vont venir un petit peu plus s'activer et vont venir saturer les cellules pariétales et leurs récepteurs pour commencer à dire stop, maintenant on a produit et là maintenant on a suffisamment produit, donc maintenant on arrête la production. Donc là c'est une double capacité. C'est vraiment... Et lorsque toutes ces cellules pariétales sont saturées et arrêtent la production d'acide, on peut faire passer tout ce chyme digéré dans le duodénum pour continuer la suite de la digestion. Et pour cela, donc, cette étape est nécessaire. Il faut que nos cellules pariétales aient ce message de stop. Parce que sinon, à un moment donné, le sphincter va s'ouvrir quand même et on va faire passer des sucs purs dans le duodénum. Et ça aussi, ça peut provoquer des douleurs, des gênances importantes hein, au niveau de la digestion intestinale. Voilà, donc tout ça, c'est hyper important. La muqueuse gastro-intestinale, elle est protégée par plusieurs mécanismes. Donc tous ces bicarbonates qui sont aussi dans les sucs digestifs protègent notre muqueuse intestinale ici. Donc les bicarbonates vont venir se déposer et protéger la muqueuse pendant que les autres molécules enzymatiques des sucs digestifs viennent se mélanger à la nourriture. C'est ultra bien fait. Comme je l'ai déjà expliqué, les cellules pariétales produisent énormément de mucus en très grande quantité, très épais, pour encore mieux protéger justement cette zone qui est en contact direct avec l'acidité. Hein. Donc voilà, cela permet, le mucus a un rôle de barrière, il permet de faire barrière avec toutes les cellules épithéliales et de la muqueuse qui sont présentes ici afin de limiter la diffusion de l'acide et de la pepsine qui ne doivent pas venir digérer nos cellules, mais venir digérer la nourriture. Donc le mucus a un effet barrière indispensable et protecteur. Si ce mucus est abîmé, affecté à un endroit et qu'il n'est pas présent même à un certain endroit, la pepsine de nos sucs digestifs va venir digérer la paroi de l'estomac et ça provoque un ulcère.
Voilà. Donc, toutes ces cellules épithéliales ont un rôle aussi d'enlever l'excès d'ions H+. Donc, des cellules épithéliales, elles ont la capacité de capter les ions H+, ce qui diminue l'acidité. Les ions H+, viennent dans la production d'acide chlorhydrique, d'accord? Et donc, lorsqu'ils viennent en contact avec les cellules épithéliales ici, elles savent inhiber ces ions-là, ce qui fait que l'acidité ne les attaque pas à ces cellules épithéliales. C'est comme ça qu'il y a cette double action d'attaque acide sur la nourriture, mais de protection au niveau de nos organes à nous. Voilà. Donc, ça, c'est en fait un effet de rétrodiffusion qui se produit ici et qui permet aussi, grâce au flux, à ces protections, de limiter l'acidité par rapport au flux sanguin qui est en contact ici. L'estomac, il est hypervascularisé. Nous avons le foie qui est hypervascularisé aussi, le pancréas hypervascularisé. Toutes ces zones qui sont toutes en contact et qui entrent dans notre digestion, qui sont en contact direct avec la nourriture que nous digérons, eh ben, ça permet de ne pas acidifier notre sang, qui lui, par contre, doit être un petit peu moins acide, un peu basique, lui. Ça fera l'objet dans notre cours aussi. Donc, le sang, lui, il est à peu près à 7,7 au niveau... à 7,4, pardon. 7,3, 7,4, donc légèrement basique au niveau du pH. Et lorsqu'il passe dans l'estomac, ben, s'il n'y a pas cette barrière de mucus et ces cellules épithéliales qui viennent bloquer les ions H+, ici, ces ions H+, passeraient dans le sang et viendraient carrément abîmer la paroi de nos veines, de nos artères et tout ça, quoi. Donc, c'est un rôle indispensable. Les cellules pariétales, il est absolument indispensable qu'elles soient en bonne santé pour une digestion et une protection de notre corps, de nous-mêmes, finalement. Donc, plusieurs facteurs ici entrent en jeu. Il y a toutes ces cellules épidermales, le growth épidermal qu'on appelle exactement, si vous voulez aller vous renseigner un peu plus loin. Tous ces facteurs insuline-like, les growth factors type 1, les prostaglandines qui viennent réparer les muqueuses, parce que bien évidemment, il y a toujours un petit peu une partie qui est quand même attaquée. Et bien, en même temps, il y a toutes ces prostaglandines qui viennent agir ici et réparer. En même temps que les cellules pariétales viennent bloquer les ions H+, et bien hop, elles viennent réparer toutes celles qui ont un peu mal bloqué et qui commencent à être affectées. Et c'est une réparation constante. En même temps que nous digérons, on répare constamment et inlassablement notre paroi stomacale. Voilà. Donc, c'est tout un travail qui opère ici au niveau réparation, digestion, de ne pas faire passer tout, de contrôler aussi l'immunité afin de pouvoir garder les molécules qui ne sont pas du non-soi, mais qui nous sont utiles à digérer, mais de ne pas les garder n'importe où. Enfin, c'est vraiment incroyable, tous ces équilibres qui opèrent en même temps, en fait. Ça opère vraiment en même temps, tout le temps, pendant tout le cycle digestif. Nous avons tous les lipides membranaires aussi qui viennent créer une protection de barrière épithéliale. Donc, comme un peu la peau, hein, voilà, c'est un peu moins fort, puissant que la peau, qui est très épaisse et très protectrice, mais il y a quand même ce rôle que l'on retrouve. Donc, il y a ce maintien de l'intégrité. Et si, par exemple, nous avons des déséquilibres de la flore intestinale, de la flore stomacale de notre estomac, donc dans notre estomac, comme d'habitude, toutes ces petites bactéries, et il peut y avoir, par exemple, une certaine bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori. Il y a quand même 4% des gens qui l'ont tout le temps dans leur estomac, cette bactérie, mais dans un certain équilibre, avec un nombre limité et maintenu. Et lorsqu'il y a tous ces facteurs insuline-like, growth factors, qui sont déséquilibrés, hein, il y a une perturbation des familles et des équilibres des familles des bactéries. Et Helicobacter pylori, s'il se développe de trop, il vient lui-même manger la paroi de l'estomac et provoquer un ulcère. Alors que
s'il est en bonne quantité, il nous aide à digérer. Voilà, donc l'importance de l'équilibre, une fois de plus, hein, ici, qui se retrouve. Donc, comme je l'ai dit, s'il y a un déséquilibre, une dysbiose, il y a maladie avec des micro-organismes qui viennent provoquer une infection ici. Et nous avons dans notre estomac, enfin c'est pas dans notre estomac, nous avons des molécules, les AIMS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, que l'on peut prendre au milieu des repas, qui permettent de rééquilibrer tout ça si la muqueuse inflammatoire est enflammée. Donc, afin d'éviter ou de permettre de diminuer les ulcères, hein. Donc, toutes ces molécules AIMS viennent inhiber les sécrétions de prostaglandine via un blocage de l'enzyme COX. Donc, c'est une enzyme c'est la cyclooxygénase qui vient agir ici. Et les fameuses molécules AIMS diminuent le flux sanguin gastrique, ce qui permet de ralentir le rythme et de moins propager l'acidité. Voilà. Et donc, c'est ça, bon, évidemment, s'il y a des soucis d'estomac, il faut absolument aller voir un médecin. Si vous avez un ulcère, vous êtes forcément suivi, c'est obligatoire, hein. Et donc, ce pH gastrique peut être rééquilibré grâce à ces fameuses molécules, mais qu'il ne faut surtout pas prendre en automédicamentation, parce que si vous inhibez trop vos sécrétions de prostaglandine, eh ben, vous ne pouvez plus digérer la nourriture, et lorsqu'elle arrive dans les intestins, eh ben, vous ne pouvez plus prendre les molécules qui vous permettent de pomper l'énergie nécessaire à la vie. Donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, on revient sur le fait de respecter les doses prescrites, les prescriptions, et ne pas hésiter à aller voir quelqu'un qui est formé à ce que vous avez comme problème, forcément. Pour la suite, les sécrétions gastriques des prostaglandines, donc avec tous ces inhibiteurs que je viens d'évoquer, peuvent avoir des effets indésirables, d'où cette explication que je viens de vous fournir. Il y a également, encore une fois, des fonctions cérébrales et neuronales qui entrent en jeu. Et il y en a beaucoup. Nous avons aussi quelques petites cellules dans notre estomac qui produisent de la vitamine F. Et si nous mangeons trop rapidement et que notre paroi intestinale n'a pas touché en totalité la nourriture, nous n'activons pas cette fameuse production de la vitamine F qui est indispensable à notre organisme. On la pompe ailleurs, mais si nous prenons le temps de manger, nous en produisons afin d'équilibrer ce qu'il nous manque. Et si on mange trop vite, on ne fait pas ça. Voilà, donc toutes ces fonctions ici cérébrales, prendre le temps de manger, ça va nous permettre de faire, une fois de plus, un équilibre au niveau des messages neuronaux qui sont envoyés et reçus par le cerveau. Donc, en effet, comme vous le savez, la vue, l'odeur, les pensées déclenchent des réflexes au niveau céphalique, des réflexes de la digestion. Donc avec la présence de la nourriture dans la bouche, de suite, c'est une action au niveau de la région du tronc cérébral qui entre en jeu de suite ici. Et les nerfs crâniens c'est le nerf 7 et le nerf 9 qui viennent ici donner l'information aux glandes salivaires de produire la salive. Donc le fait de manger, de penser à manger, de mettre la nourriture dans la bouche, pouf, on active de suite toute la zone du tronc cérébral. Et via ces fameux nerfs crâniens, on vient ici déclencher la production de la salive. Il y a ensuite une activation de l'efférence du nerf vague. Donc, c'est pour ça que souvent on ressent un apaisement quand on mange, hein. C'est vital de toute façon. Donc, voilà. Et une libération d'acétylcholine par cette voie nerveuse. L'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur. Voilà, c'est un neurotransmetteur qui a un rôle hyper important
dans les réceptions et des messages nerveux, dans le fait d'envoyer et recevoir les messages nerveux au niveau des synapses interneuroniques. Voilà. Donc cette acétylcholine ici va être stimulée, la production d'acétylcholine va être stimulée par le fait de manger. Donc toutes les cellules pariétales, toutes les cellules qui libèrent tout ça, vont aussi envoyer un message au cerveau de production d'acétylcholine. Donc, en mode, ici, on active tout le système nerveux parasympathique. On vient réveiller les neurones en leur demandant de travailler. Voilà. Et donc, c'est un travail aussi qui, si on prend le temps, et que donc l'acétylcholine vient être produite suffisamment en quantité, c'est un apaisement, c'est relaxant, ça fait du bien de manger. Mais si on mange dans le stress, on se sent pas bien, tout ça parce on n'a pas le temps en fait d'activer cette production d'acétylcholine, de ce fameux neurotransmetteur qui vient entrer en jeu dans toute l'activation du nerf vague quand on mange. Donc voilà l'importance de prendre tout ce temps de manger ici. Donc comme nous avons vu, il y a de nombreuses boucles de rétroaction, comme ces fameux bicarbonates qui viennent s'équilibrer et commencer à agir en simultané, mais en même temps en opposé, mais ça fonctionne super bien, voilà. Donc même au niveau des neurones, ce phénomène se retrouve. Donc toute cette origine, le cerveau déclenche toujours à chaque étape un minuteur. À chaque étape digestive, pouf, on a un minuteur qui s'enclenche. L'étape dans la bouche, minuteur pour le mâcher, minuteur pour produire la salive, minuteur pour produire ça, minuteur pour sécréter ceci. Et avant de commencer à sécréter cela, il y a déjà un minuteur. Et puis il y a encore un minuteur pour sécréter cela après. Donc voilà, toutes ces boucles de rétroaction, elles sont activées via une espèce de système minuteur qu'il faut respecter. Qui est ici influencé par la production d'acétylcholine. Et tout au long de la digestion, donc à chaque fois, c'est des connexions, activations neuronales qui vont déclencher les minuteurs de toutes ces fameuses boucles de rétroaction. Donc le cerveau ici, il a un rôle, il est sollicité énormément. Et la production de tous nos petits neurotransmetteurs est énormément sollicitée. Donc l'origine des éléments déclencheurs ici, de ces fameuses boucles fonctionnelles de rétroaction, c'est souvent la distension des parois de nos organes, le fait que ça s'élargisse. Hop, on commence à produire certains neurotransmetteurs qui vont commencer à passer dans le sang pour aller se déposer aux bons endroits dans les neurones véhiculés par le circuit sanguin. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a la distension des parois des organes qui, donc ce mouvement est détecté par tous les mécanorécepteurs de nos cellules fonctionnelles en lien avec chaque système évoqué. Voilà. Donc, la variation de pH est un élément déclencheur ici qui va venir activer ou désactiver la production de ces fameux neurotransmetteurs. Nous avons également la présence de certaines substances en particulier selon ce qu'on mange. Parfois, on peut déclencher la présence de molécules particulières dans le chyme, donc cette bouillie digestive, va être perçue par des chimiorécepteurs. Ces chimiorécepteurs vont activer la production de certains neurotransmetteurs par rapport à la présence chimique de molécules qui est là. Voilà. Donc, ce qu'on mange va influencer l'activation de certains systèmes du cerveau et des neurones ici. Alors, vous me direz, c'est bien d'activer des productions, mais à un moment donné, il faut aussi qu'elles s'arrêtent, forcément. Et donc, nous avons des effecteurs. Il y a des déclencheurs et des effecteurs. Et tout ça se fait encore une fois dans des ordres avec des minuteurs bien précis. Donc, toutes les effecteurs, ce sont les cellules sécrétrices
qui vont donc actionner le système nerveux donc pour la production de mucus, des enzymes. Donc tous ces effecteurs vont produire aussi vont activer la production des hormones, de beaucoup d'hormones, de l'acide chlorhydrique et les cellules musculaires de toutes nos parois vont également leur activité va découler de ces fameuses activations ou désactivations. Voilà. Donc, si par exemple, on n'a plus du tout de nourriture dans l'estomac et qui continue de se contracter, mais c'est non seulement ça sert à rien, puis en plus c'est hyper douloureux et puis ça va nous rendre malades. Donc, il y a bien un moment où il faut que ça s'arrête. Et donc, toutes ces fameuses boucles, elles viennent faire ici intervenir le système nerveux végétatif et entérique. Donc, tout notre corps travaille, c'est ce que je vous ai expliqué ici, de la production à la salive, par l'arrivée des aliments dans la bouche, en passant jusqu'à la production de bicarbonate par le foie, etc. Bon, tout ça, c'est activé par les neurotransmetteurs qui viennent dire à certains neurones, c'est ton tour, c'est ton tour. Et ces neurones-là qui viennent dire aux cellules, c'est ton tour, toi tu t'arrêtes, maintenant c'est à toi. Donc toutes ces boucles-là sont vraiment, c'est ultra perfectionné en fait, clairement. Donc les aliments acides vont renforcer la sécrétion de mucus. Dès qu'on a des aliments acides dans la bouche, pouf, on active ici déjà dans l'estomac une production de mucus un peu plus importante qui va être riche en bicarbonate lui aussi. Le mucus aussi contient beaucoup de bicarbonate. Et donc, on anticipe déjà cette rétroaction négative de l'acidité. Et donc ça, c'est les neurotransmetteurs, les neurones qui influencent tout ce processus. Alors maintenant que vous avez bien compris comment ça fonctionne ici, c'est facile de comprendre toutes ces actions qui entrent en jeu en continu, les unes sur les autres, et qui se superposent, tous ces cycles-là, et qui s'enclenchent même quand on dort, qui continuent même quand on dort. On continue notre digestion intestinale quand on dort, le soir par exemple. Donc tous ces systèmes-là, c'est la phase céphalique, qui vient régir et directiver, donner toutes les directives en tout cas nécessaires des ordres et temps en heure de comment ça doit se faire et pourquoi aussi. Donc la phase gastrique commence dès qu'on a à peu près l'équivalent d'un bol de nourriture dans l'estomac. Donc à peu près, voilà, un petit bol de... Là, ça y est, la phase gastrique, elle est à fond, elle s'enclenche à fond, afin de vraiment permettre à tout ce film d'être mélangé de façon optimale avec nos sucs gastriques. Et du coup, ça commence déjà à enclencher toute cette production de ces fameux neurotransmetteurs en amont. La distension de la paroi stomacale aussi a une action au niveau des cellules entéro-endocrines. Donc tout cela qui va... les cellules endocrines, elles produisent des sécrétions digestives, voilà. Et donc tout ça entre en jeu dans les boucles rétroactives qui viennent également actionner ou désactionner certains neurones, certaines productions de neurotransmetteurs qui viennent agir sur tel ou tel neurone du système nerveux sympathique ou parasympathique. Voilà. Donc, dans le troisième cours, nous verrons toute cette partie de l'intestin qui comprend quatre structures anatomiques que nous allons séparer, parce que comme d'habitude, si c'est pas la même chose, c'est parce qu'il y a des fonctions différentes. Et nous verrons comment tout cela interagit ensemble. Il y a une grande action neuronale aussi qui opère au niveau intestinal quand on mange et quand on ne mange pas. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain cours. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir les petites notifications, si ces cours t'intéressent. J'aborderai d'autres sujets. Ici, pour ces 15 jours, c'est une série un peu mode hors série,
puisque je divise le cours semaine en 3 cours parce que la digestion fonctionnelle, même ici, j'essaye de résumer, voilà. Donc, ça contient tellement d'informations, tellement de choses qui se superposent les unes aux autres que j'ai choisi de diviser en 3 cours afin de permettre d'y voir un peu plus clair, de séparer la partie haute, la partie milieu et la partie basse et de visualiser un petit peu mieux toutes ces étapes. Donc voilà, si tu veux t'abonner, n'hésite pas. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit like de soutien, ça serait sympa. Et si tu as un truc en particulier que tu as envie de demander, je sais pas, par exemple, sur un organe en particulier, une maladie en particulier, peut-être que quelqu'un de tes proches est confronté à quelque chose, une maladie auto-immune, n'importe quoi, quels que soient les sujets, je me ferai un plaisir de répondre à ta demande. À bientôt pour le 3e cours.